J'occupais depuis 1 an mon poste de gouverneur en Syrie lorsque Trajan me rejoignit à Antioche. Il venait surveiller la mise au point de l'expédition d'Arménie qui préludait dans sa pensée à l'attaque contre les Parthes. Plotine l'accompagnait, comme toujours, et sa nièce Mathydie, mon indulgente belle-mère, qui depuis des années le suivait au camp en qualité d'intendante. Celsus, Palma, Nigrinus, mes vieux ennemis, siégeaient encore au conseil et dominaient l'état-major. Tout ce monde s'entassa au palais en attendant l'entrée en campagne. Les intrigues de cour reprirent de plus belle, chacun faisait ses jeux avant les premiers coups de dés de la guerre. L'armée s'ébranla presque aussitôt dans la direction du nord. Je vis s'éloigner avec elle la vaste cohue des grands fonctionnaires, des ambitieux et des inutiles. L'empereur et sa suite s'arrêtèrent quelques jours en Commagène pour des fêtes déjà triomphales. Les petits rois d'Orient réunis à Satala protestèrent à qui mieux d'une loyauté sur laquelle, à la place de Trajan, je me serais assez peu reposé pour l'avenir. Lucius Quietus, mon dangereux rival, placé en tête des avant-postes, occupa les bords du lac de Vannes au cours d'une immense promenade militaire. La partie septentrionale de la Mésopotamie, vidée par les Parthes, fut annexée sans difficulté. Abgar, roi d'Osroène, fit sa soumission dans Édesse. L'empereur revint prendre à Antioche ses quartiers d'hiver, remettant au printemps l'invasion de l'empire parthe proprement dit, mais déjà décidé à n'accepter aucune ouverture de paix. Tout avait marché selon ses plans. La joie de se plonger enfin dans cette aventure si longtemps différée rendait une espèce de jeunesse à cet homme de 64 ans. Mes pronostics restaient sombres. L'élément juif et arabe était de plus en plus hostile à la guerre. Les grands propriétaires provinciaux s'irritaient d'avoir à défrayer les dépenses occasionnées par le passage des troupes. Les villes supportaient mal l'imposition de taxes nouvelles. Dès le retour de l'empereur, une première catastrophe vint annoncer toutes les autres. Un tremblement de terre survenu au milieu d'une nuit de décembre ruina en quelques instants un quart d'Antioche. Trajan, contusionné par la chute d'une poutre, continua héroïquement à s'occuper des blessés. Son entourage immédiat compta quelques morts. La populace syrienne chercha aussitôt des responsables au désastre. Renonçant pour une fois à ses principes de tolérance, l'empereur commit la faute de laisser massacrer un groupe de chrétiens. J'ai moi-même assez peu de sympathie pour cette secte, mais le spectacle de vieillards battus de verges et d'enfants suppliciés contribua à l'agitation des esprits et rendit plus odieux encore ce sinistre hiver. L'argent manquait pour réparer immédiatement les effets du séisme. Des milliers de gens sans abri campaient la nuit sur les places. Mes tournées d'inspection me révélaient l'existence d'un mécontentement sourd, d'une haine secrète dont les grands dignitaires qui encombraient le palais ne se doutaient même pas. L'empereur poursuivait au milieu des ruines les préparatifs de la prochaine campagne. Une forêt entière fut employée à la construction de ponts mobiles et de pontons pour le passage du Tigre. Il avait reçu avec joie toute une série de titres nouveaux décernés par le Sénat. Il lui tardait d'en finir avec l'Orient pour retourner triompher à Rome. Les moindres délais déclenchaient des fureurs qui le secouaient comme un accès. L'homme qui arpentait impatiemment les vastes salles de ce palais bâti jadis par les Séleucides et que j'avais moi-même, quel ennui, décoré en son honneur d'inscriptions élogieuses et de panoplies d'as, n'était plus celui qui m'avait accueilli au camp de Cologne il y avait déjà près de 20 ans. Ses vertus mêmes avaient vieilli. Sa jovialité un peu lourde, qui masquait autrefois une vraie bonté, n'était plus que routine vulgaire. Sa fermeté s'était changée en obstination. Ses aptitudes pour l'immédiat et le pratique en un total refus de penser. Le respect tendre qu'il avait pour l'impératrice, l'affection grondeuse qu'il témoignait à sa nièce Mathydie, se transformait en une dépendance sénile envers ses femmes, au conseil desquelles il résistait pourtant de plus en plus. Ses crises de foi inquiétaient son médecin, Criton. Lui-même ne s'en souciait pas. Ses plaisirs avaient toujours manqué d'art. Leur niveau baissait encore avec l'âge. Il importait fort peu que l'empereur, sa journée faite, s'abandonnât à des débauches de caserne en compagnie de jeunes gens auxquels il trouvait de l'agrément ou de la beauté. Il était au contraire assez grave qu'il supportât mal ce vin dont il abusait, et que cette cour de subalternes de plus en plus médiocres, triée et manœuvrée par des affranchis louches, fut à même d'assister à toutes mes conversations avec lui et de les rapporter à mes adversaires. 2 jours, je ne voyais l'empereur qu'aux réunions de l'état-major, tous occupés du détail des plans, et où l'instant n'était jamais venu d'exprimer une opinion libre.
À tout autre moment, il évitait les tête-à-tête. Le vin fournissait à cet homme peu subtil un arsenal de ruses grossières. Ses susceptibilités d'autrefois avaient bien cessé. Il insistait pour m'associer à ses plaisirs. Le bruit, les rires, les plus fades plaisanteries des jeunes hommes étaient toujours bien reçus, comme autant de moyens de me signifier que l'heure n'était pas aux affaires sérieuses. Il guettait le moment où une rasade de plus m'enlèverait ma raison. Tout tournait autour de moi dans cette salle où les têtes d'aurochs des trophées barbares semblaient me rire au nez. Les jarres succédaient aux jarres, une chanson avinée giclait çà et là, ou le rire insolent et charmant d'un page. L'empereur, appuyant sur la table une main de plus en plus tremblante, murée dans une ivresse peut-être à demi-feinte, perdu loin de tout sur les routes de l'Asie, s'enfonçait gravement dans ses songes. Par malheur, ces songes étaient beaux. C'étaient les mêmes qui m'avaient autrefois fait penser à tout abandonner pour suivre au-delà du Caucase les routes septentrionales vers l'Asie. Cette fascination à laquelle l'empereur Véi se livrait en somnambule, Alexandre l'avait subie avant lui. Il avait à peu près réalisé les mêmes rêves et il en était mort à 30 ans. Mais le pire danger de ces grands plans était encore leur sagesse. Comme toujours, les raisons pratiques abondaient pour justifier l'absurde, pour porter à l'impossible. Le problème de l'Orient nous préoccupait depuis des siècles. Il semblait naturel d'en finir une fois pour toutes. Nos échanges de denrées avec l'Inde et le mystérieux pays de la soie dépendaient entièrement des marchands juifs et des exportateurs arabes qui avaient la franchise des ports et des routes Parthes. Une fois réduit à rien, le vaste et flottant empire des cavaliers arsacides, nous toucherions directement à ces riches confins du monde. L'Asie enfin unifiée ne serait pour Rome qu'une province de plus. Le port d'Alexandrie d'Égypte était le seul de nos débouchés vers l'Inde qui ne dépendit pas du bon vouloir Parthes. Là aussi, nous nous heurtions continuellement aux exigences et aux révoltes des communautés juives. Le succès de l'expédition de Trajan nous eût permis d'ignorer cette ville peu sûre. Mais tant de raisons ne m'avaient jamais persuadé. De sages traités de commerce m'eussent contenté davantage, et j'entrevoyais déjà la possibilité de réduire le rôle d'Alexandrie en créant une seconde métropole grecque dans le voisinage de la mer Rouge, ce que j'ai fait plus tard quand j'ai fondé Antinoé. Je commençais à connaître ce monde compliqué de l'Asie. Les simples plans d'extermination totale qui avaient réussi en Dacie n'étaient pas de mise dans ce pays plein d'une vie plus multiple, mieux enracinée, et dont dépendait d'ailleurs la richesse du monde. Passé l'Euphrate, commençait pour nous le pays des risques et des mirages, les sables où l'on s'enlise, les routes qui finissent sans aboutir. Le moindre revers aurait pour résultat un ébranlement de prestige que toutes les catastrophes pourraient suivre. Il ne s'agissait pas seulement de vaincre, mais de vaincre toujours, et nos forces s'épuiseraient à cette entreprise. Nous l'avions déjà tenté. Je pensais avec horreur à la tête de Crassus, lancée de main en main comme une balle au cours d'une représentation des Bacchantes d'Euripide, qu'un roi barbare frotté d'hellénisme donnait au soir d'une victoire sur nous. Trajan songeait à venger cette vieille défaite. Je songeais surtout à l'empêcher de se reproduire. Je prévoyais assez exactement l'avenir, chose possible après tout quand on est renseigné sur bon nombre des éléments du présent. Quelques victoires inutiles entraîneraient trop avant nos armées imprudemment enlevées à d'autres frontières. L'empereur mourant se couvrirait de gloire et nous, qui avions à vivre, serions chargés de résoudre tous les problèmes et de remédier à tous les maux. César avait raison de préférer la première place dans un village à la seconde à Rome. Non par ambition ou par vaine gloire, mais parce que l'homme placé en second n'a le choix qu'entre les dangers de l'obéissance, ceux de la révolte et ceux plus graves du compromis. Je n'étais même pas le second en Rome. Sur le point de partir pour une expédition périlleuse, l'empereur n'avait pas encore désigné son successeur. Chaque pas en avant donnait une chance au chef de l'état-major. Cet homme presque naïf m'apparaissait maintenant plus compliqué que moi-même. Ses rudesses seules me rassuraient. L'empereur bourru me traitait en fils. À d'autres moments, je m'attendais, sitôt qu'on pourrait se passer de mes services, à être évincé par Palma ou supprimé par Quiétus. J'étais sans pouvoir. Je ne parvins même pas à obtenir une audience pour les membres influents du Sanhédrin d'Antioche, qui craignaient autant que nous les coups de force des agitateurs juifs et qui eussent éclairé Trajan sur les menées de leurs coreligionnaires. Mon ami Latinius Alexander, qui descendait d'une des vieilles familles royales de l'Asie mineure et dont le nom et la fortune pesaient d'un grand poids, ne fut pas davantage écouté. Pline, envoyé en Bithynie 4 ans plus tôt, y était mort sans avoir eu le temps d'informer l'empereur de l'état exact des esprits et des finances, à supposer que son incurable optimisme lui eût permis de le faire. Les rapports secrets du marchand lycien Opramoas, qui connaissait bien les affaires d'Asie,
furent tournés en dérision par Palma. Les affranchis profitaient des lendemains de maladie qui suivaient les soirs d'ivresse pour m'écarter de la chambre impériale. L'ordonnance de l'empereur, un nommé Fédime, honnête celui-là, mais obtus, et monté contre moi, me refusa 2 fois la porte. Par contre, le consulaire Celsus, mon ennemi, s'enferma un soir avec Trajan pour un conciliabule qui dura des heures et à la suite duquel je me crus perdu. Je me cherchais des alliés où je pus, je corrompus à prix d'or d'anciens esclaves que j'eusse volontiers envoyés aux galères. J'ai caressé d'horribles têtes frisées, le diamant de Nerva ne jetait plus aucun feu. Et c'est alors que m'apparut le plus sage de mes bons génies, Plotine. Il y avait près de 20 ans que je connaissais l'impératrice. Nous étions du même milieu, nous avions à peu près le même âge. Je lui avais vu vivre avec calme une existence presque aussi contrainte que la mienne et beaucoup plus dépourvue d'avenir que moi. Elle m'avait soutenue sans paraître s'apercevoir qu'elle le faisait, dans des moments difficiles. Mais ce fut durant les mauvais jours d'Antioche que sa présence me devint indispensable. Comme plus tard, son estime le resta toujours, et j'eus celle-ci jusqu'à sa mort. Je pris l'habitude de cette figure en vêtements blancs, aussi simples que peuvent l'être ceux d'une femme, de ses silences, de ses paroles mesurées qui n'étaient jamais que des réponses et les plus nettes possibles. Son aspect ne détonnait en rien dans ce palais plus antique que les splendeurs de Rome. Cette fille de parvenue était très digne des Séleucides. Nous étions d'accord presque sur tout. Nous avions tous deux la passion d'orner puis de dépouiller notre âme, d'éprouver notre esprit à toutes les pierres de touche. Elle inclinait à la philosophie épicurienne, ce lit étroit mais propre sur lequel j'ai parfois étendu ma pensée. Le mystère des dieux qui me hantait ne l'inquiétait pas. Elle n'avait pas non plus mon goût passionné des corps. Elle était chaste par dégoût du facile, généreuse par décision plutôt que par nature, sagement méfiante, mais prête à tout accepter d'un ami, même ses inévitables erreurs. L'amitié était un choix où elle s'engageait tout entière. Elle s'y livrait absolument, et comme je ne l'ai fait qu'à l'amour. Elle m'a connu mieux que personne. Je lui ai laissé voir ce que j'ai soigneusement dissimulé à tout autre. Par exemple, de secrètes lâchetés. J'aime à croire que de son côté, elle ne m'a presque rien tu. L'intimité des corps qui n'exista jamais entre nous a été compensée par ce contact de 2 esprits étroitement mêlés l'un à l'autre. Notre entente se passa d'aveux, d'explications ou de réticences. Les faits eux-mêmes suffisaient. Elle les observait mieux que moi. Sous les lourdes tresses qu'exigeait la mode, ce front lisse était celui d'un juge. Sa mémoire gardait des moindres objets une empreinte exacte. Il ne lui arrivait jamais, comme à moi, d'hésiter trop longtemps ou de se décider trop vite. Elle dépistait d'un coup d'œil mes adversaires les plus cachés. Elle évaluait mes partisans avec une froideur sage. En vérité, nous étions complices, mais l'oreille la plus exercée eut à peine pu reconnaître entre nous les signes d'un secret accord. Elle ne commit jamais devant moi l'erreur grossière de se plaindre de l'empereur, ni l'erreur plus subtile de l'excuser ou de le louer. De mon côté, ma loyauté n'était pas mise en question. Atianus, qui venait d'arriver de Rome, se joignait à ces entrevues qui duraient parfois toute la nuit, mais rien ne semblait lasser cette femme imperturbable et fragile. Elle avait réussi à faire nommer son ancien tuteur en qualité de conseiller privé, éliminant ainsi mon ennemi Celsus. La méfiance de Trajan ou l'impossibilité de trouver quelqu'un pour remplir ma place à l'arrière me retiendraient à Antioche. Je comptais sur eux pour m'instruire de tout ce que ne m'apprendraient pas les bulletins. En cas de désastre, ils sauraient rallier autour de moi la fidélité d'une partie de l'armée. Mes adversaires auraient attablé avec la présence de ce vieux goutteux qui ne parle que pour me servir et de cette femme capable d'exiger de soi une longue endurance de soldat. Je les vis s'éloigner, l'empereur à cheval, ferme, admirablement placide, le groupe patient des femmes en litière, les gardes prétoriens mêlés aux éclaireurs numides du redoutable Lucius Quietus. L'armée qui avait hiverné sur les bords de l'Euphrate se mit en marche dès l'arrivée du chef. La campagne parthe commençait pour tout de bon. Les premières nouvelles furent sublimes. Babylone conquise, le Tigre franchi, Ctésiphon tombé, tout comme toujours cédait à l'étonnante maîtrise de cet homme. Le prince de l'Arabie, Characène, se déclara sujet, ouvrant ainsi aux flottilles romaines le cours entier du Tigre. L'empereur s'embarqua pour le port de Charax au fond du golfe Persique. Il touchait aux rives fabuleuses. Mes inquiétudes subsistaient, mais je les dissimulais comme des crimes. C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Bien plus, je doutais de moi-même.
J'avais été coupable de cette basse incrédulité qui nous empêche de reconnaître la grandeur d'un homme que nous connaissons trop. J'avais oublié que certains êtres déplacent les bornes du destin, changent l'histoire. J'avais blasphémé le génie de l'empereur. Je me rongeais à mon poste. Si par hasard l'impossible avait lieu, se pouvait-il que j'en fusse exclu ? Tout étant toujours plus facile que la sagesse, le désir me venait de remettre la cotte de maille des guerres sarmates, d'utiliser l'influence de Plotine pour me faire rappeler à l'armée. J'enviais au moindre de nos soldats la poussière des routes d'Asie, le choc des bataillons cuirassés de la Perse. Le Sénat vota cette fois à l'empereur le droit de célébrer non pas un triomphe, mais une succession de triomphes qui durerait autant que sa vie. Je fis moi-même ce qui se devait, j'ordonnai des fêtes. J'allais sacrifier sur le sommet du mont Cassius.